Bienvenue en cette salle. Oui. J'ai un doute que je vais offrir et qui vient pour raviver la flamme. Tout au long de l'histoire, j'ai eu un à quoi bon très fort, à quoi bon se marier, à quoi bon, etc., etc. Et maintenant, et avant, il n'était pas sur la recherche. Et il y avait ça. Mais maintenant, il est dessus aussi. À quoi bon? Et puis, il est très rationnel. Il dit, de toute façon, quand le corps mental va mourir, j'arriverai à... Je serai cela. Non, si c'est dans le futur, c'est donc que vous croyez qu'il est voilé maintenant. Donc vous ne serez jamais cela. Il y a un jeu qui va se balader avec la certitude que de toute sa vie, il n'a jamais été cela. Et je ne vois pas pourquoi tout à coup il disparaîtrait, parce que c'est un accrochage. Après la mort? Bah oui, avant qu'il meure. Il s'est accroché, il s'est identifié à cela. Donc, en général, je ne parle jamais de ça, mais enfin, qu'est-ce qui renaît? C'est bien un jeu chargé d'un programme, quoi que ce soit, mais qui est chargé. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui se libère ne se réincarnera pas, puisqu'il ne croit pas qu'il a été incarné jamais. C'est ça la réalisation. Il ne croit pas qu'il s'est jamais incarné, c'est la réalisation. Et ben voilà. Et donc ça, c'est pas une histoire alors. La réalisation ne fait pas partie de l'histoire. Non, mais cette réincarnation et tout avec ce... Ah ben c'est mental. C'est très logique, c'est une explication magistrale mentale, mais enfin c'est tout de même le mental qui essaie de comprendre et qui comprend et qui explique bien. Mais ce n'est pas réel, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe en entendant cela? Il y a de la surprise. C'est bien, un jeu surpris, c'est très très bien. J'avais pas entendu ça, enfin après on peut entendre différentes choses. Mais ouais, donc effectivement, ça peut valoir le coup. Ah là là, je voulais entendre cette conclusion. Moi aussi. Meurs avant de mourir. Mais c'est souvent quand on a épuisé les recherches dans toutes les directions, finalement on en vient à ça. Mais à quoi bon, ça n'a pas de sens, ou peu importe. Mais c'est toujours ça. Mais, tout ça pour ça, etc. C'est la grande désillusion pour le mental. Ah, il y a longtemps que je n'avais pas vu sourire quand même. Bon. J'ai un éclaircissement sur une phrase de Ramana qui me gêne tout le temps. Enfin, jamais ça me gênait avant ça, mais quand on dit qu'on est cela et que ça lâche quand on est conscient, quand on est en tous les cas réveillé. Oui. Quand je dors, par exemple, pour moi, c'est en sommeil profond, il y a rien. Enfin, je me rappelle de rien. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire, du coup, je me pose toujours la question, est-ce que ça veut dire que quoi qu'il y ait maintenant, comme tout disparaît dans le sommeil profond, en fin de compte, c'est pas ça? C'est ça ma question, quoi. Oui, c'est une preuve qu'on a tous les jours, mais on l'oublie. On oublie que ça veut dire ça. En fait, c'est extraordinaire. Tous les jours, donc même avant 24 heures, on tombe dans un sommeil profond et on a l'expérience que le monde n'existe pas. Il n'y a rien.
on ne se dit même pas ça, mais il n'y a rien, comme vous dites, parce que je est endormi. Évidemment, il est en état latent avec la conviction qu'il est allé dans le sommeil. Donc, il doit se réveiller. Ça, c'est la seule différence. Sinon, on compare souvent le sommeil profond à, justement, à être sans mental. Le mental n'est pas là. Si le mental n'est pas là, où est le monde? Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de démystifier le monde. Parce que dans le sommeil, il n'apparaît pas. Maintenant, quand la réalisation du soi se fait, il peut ne pas apparaître, le monde, mais il peut aussi apparaître, mais il est de même nature non réelle. Est-ce qu'on dirait irréel? Oui, irréel. Vous voyez? Donc quoi? Quelle était la question, clarté? Par exemple, c'est si dans l'instant, je peux comprendre à un moment que le mental, de lâcher le mental complètement et d'être juste là, d'être tranquille, mais quelque part, si je dois m'endormir, je m'endormirai tout le temps. Et en ce sens-là, je me demande si justement, ça veut dire qu'il y a toujours un jeu, en fait. C'est ça Mais le jeu, c'est quoi? Le jeu dont vous parlez, c'est le sens d'être jeu, c'est le corps, le mental. Ça va continuer jusqu'à sa mort de cette manière. Le corps et le mental est fait de vivre les trois états. Le réveil, le sommeil profond, le rêve. Ça ne va pas changer parce qu'on se réalise. Ce qu'il y a, c'est que la réalisation du quoi, c'est ça, c'est de voir, ah, je ne suis pas ce corps, en réalité, je ne suis pas ce mental, et pourtant le corps se manifeste exactement de la même manière qu'auparavant, ou comme tout le monde. Ce n'est pas la fin du corps et la fin du mental, hein, comme ce l'est entendu mentalement. C'est clair ou pas? Parce que sinon je redis. Ça, je le comprends. Mais c'est juste, en fait, alors je vais aller jusqu'au bout, en fait, de raison logique. C'est de se dire que tant, à un moment, je me suis posé la question, ça veut dire que tant qu'on s'endort et que dans le sommeil profond, on n'est pas conscient de s'endormir, quelque part, on n'a pas réalisé qu'est-ce que la vérité, quelque part. Ou est-ce que c'est un raisonnement idiot? Mais ce n'est pas un raisonnement juste. Parce que comment savez-vous que vous tombez dans un sommeil profond et qu'il n'y a rien? Il y a bien quelque chose présent, qui a vu ça ou décrit cela. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est donc? Et le rester tranquille, c'est dans cette direction. Mais quand je dors, il n'y a rien quand même. C'est ça que je... Oui, est-ce que par exemple, est-ce que vous, dans le sommeil profond, vous êtes conscient de dormir? Oh Dieu merci, je ne me fais pas cet exercice. Je dors profondément parce que j'ai compris... Non, j'ai été très préoccupée parce que nous étudions avec Master, on a beaucoup lu la Mandukya Upanishad qui parle beaucoup de sommeil profond et c'est toujours comparé. Et, bon, ça m'a beaucoup préoccupée. Et finalement, je me rends compte, enfin depuis longtemps, que c'est le jeu qui est préoccupé parce qu'il croit que c'est le jeu qui va se réaliser. Or, le jeu va continuer la vie du jeu, hein, qui est l'identification à ce corps et ce mental. Jusqu'à sa mort, il y aura cette vie-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se libérer de cette confusion, justement, que l'on est un corps et un mental. Donc, peu importe, on est dans un sommeil profond, il n'y a rien, je ne vis rien, il n'est même pas, il ne surgit même pas, il est à l'état latent, et puis quand il se réveille, il y a tout ce qui se passe, le monde. Donc, peu importe ce que je vis, non, c'est pas... Si, non, j'entends une partie, oui. Mais il y a encore, peu importe ce que je vis, mais donc... si on dit que le soi est tout le temps là, ou permanence, il y a quelque chose qui est tout le temps là, quelque part, donc quel que soit le jeu, il y a quelque chose qui est quand même. Bien sûr. Et ne dites pas si. Vous enlevez le si de votre vocabulaire.
Okay. Ce que vous êtes, ce qui est là. Et là, mais est-ce que ça peut être là sans qu'on le sache? C'est ça, mais c'est évident, le mental. Si on emploie le mental, il est voilé. Parce qu'on a des idées, des concepts, on est préoccupé par tant de choses. C'est le mental qui semble le voiler. Il n'est jamais voilé. C'est parce qu'on se confond. On confond qui on est pour un mental. Donc, le mental ne fait que voiler, dévoiler et voiler. Hein? Donc, la réalisation de soi, c'est vraiment pas je qui va se réaliser. C'est quand on laisse je retourner d'où il vient. Ce qui est rigolo parce qu'en fait, ça a toujours été de la sorte. Mais comme on a cru autrement, on le renvoie à sa source et cette question qui suis-je est une extraordinaire aide. La seule issue, parce que c'est une question subjective, donc elle va directement à la racine de la manifestation. Il y a encore quelque chose. Il faut me dire, hein, ça vaut la peine, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que quand le jeu dort, pourquoi à ce moment-là le soi brille pas? C'est ça ma question. Mais il brille. Oui, mais alors, mais il ne brille pas de la lumière perçue par les sens et le mental. C'est oui, je vais employer des mots imagés, mais c'est une illumination du soi. C'est pas le soi se révèle au soi. C'est pas que le mental révèle le soi. C'est impossible. Donc le mental, qu'est-ce qu'il présente? Des lumières extérieures, des lumières intérieures. Donc ce ne sera pas une lumière extérieure ou une lumière intérieure qui révélera le soi. Le soi se révèle par lui-même. Il n'y a que le soi d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Mais on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'il faut soi-même lâcher prise au mental. Okay. Et oublier les talons du sommeil aussi. Parce que c'est vrai que après ça pose une question. En fait, ça m'a amené cette question-là en fait de lire ça. Donc, comme Siddhartha qui dit que même quand il dort, il sait qu'il dort. Enfin, c'est une question qui. Mais c'est vrai qu'il sait qu'il dort, mais il faut le comprendre. C'est ce que je dis, il y a bien quelque chose qui sait ce qui se passe pendant le sommeil pour pouvoir en parler. C'est ça qui veut dire. Donc, ce qui est vraiment ne dort jamais, si on veut employer des mots comme ça, est tout le temps éveillé à tous les états, dans tous les états. Mais ce n'est pas le je. C'est ce qui est juste là pendant que vous essayez de comprendre ou que vous lâchez prise. Mais ce ne sera jamais perçu. Oubliez d'expérimenter, comprendre, sentir. Oubliez tout ça. C'est là. Ça a été là de tout temps, ce sera là de tout temps. C'est là, maintenant. L'instant où on abandonne cette tendance archaïque de vouloir expérimenter ou savoir ou sentir. Alors dites-moi, quand cette pensée du sommeil, et que peut-être là il y a quelque chose de très important à éclaircir, va surgir, vous allez la gripper encore? Non, je crois pas. Non. 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 Okay. Non. Parce que je crois que c'est sans issue en tous les cas cette question-là. Mais voilà, mais donc, mais c'est normal, c'est une pensée. Donc, laissez-la passer. Elle n'a pas de valeur. Non, j'ai mis la valeur par rapport au dialogue de Ramana Maharshi qui tout le temps, souvent évoquait ça comme exemple par rapport à l'expérience. Je sais. Ouais, c'est ça qui me... Ouais. Oui.
savoir, j'ai un besoin important, parfois un peu compulsif, à vous écouter sur YouTube, à réécouter, réentendre encore ce message, ou à le lire. Il y a des moments où je me demande si c'est pas devenu encore un truc du mental. C'est mental, mais c'est la plus belle obsession que vous pouvez avoir avant de vous réaliser. Alors, soyez encore un peu plus obsédés, ou fascinés, ou attirés. Parce que ça, mais il faut comprendre, si on est fasciné par quelque chose, le reste perd de son importance. Or, ce n'est que cette fascination de vouloir finalement se libérer qui créera la chose, hein, qui fera que, après tout, mais qu'est-ce que je fais d'aller dans toutes ces directions? Et cette compréhension-là fera un lâcher-prise total de ce qui, en fait, n'avait jamais été agrippé. Mais ça, bon, il faut le vivre. Oui? Par rapport à ça, certains parlent de mental supérieur. Ah non, moi je ne vais pas. Non. C'est pas ça. D'accord. Qui permettrait d'accéder Non. à la compréhension. Restons simples. Oui. Depuis ce matin, je me sens bien ébranlé. J'ai l'impression qu'il y a comme de la dissolution en mouvement, de l'expansion, et en même temps, il y a aussi une crainte que c'est encore une expérience, quoi. Et comment est-ce que c'est encore le feu qui va faire la différence? C'est bien sûr une expérience, mais qui voit tout ça? Qui finalement voit tout ça? C'est ce qui a toujours été. Et les expériences surgiront sans doute au début avec une force, une rapidité extraordinaire, et tout ça s'estompera. Ça va, c'est juste. C'est vous, ça? Oui, oui. Non, je continue. Parce que pour ça que j'ai posé la question entre jeu et conscience, parce que quelqu'un voit ce qui se passe, ou quelque chose voit. Oui. Et c'est là que vient un questionnement. Est-ce que c'est jeu? Est-ce que c'est plus grand? Je vois, je vois les choses qui se passent, mais qui voit que je vois que les choses qui se passent? C'est quoi ça? Oui, c'est la conscience. Restez tranquille là. Tout le reste bouge, ne bouge plus. C'est pas ça. C'est pas ce qui apparaît dans le calme ou l'agitation. Faut rien chercher à comprendre, c'est ça. C'est difficile pour un mental qui a toujours voulu comprendre. Et pourtant, l'abandon de cette tendance procure une paix ineffable. Je rebondis sur sa question. Tout à l'heure, il y avait la prémémoration, je ne vais pas y arriver avec ce mot-là,
l'idée de revenir sur des phrases des Upanishads, en fait, pour vérifier. Alors, est-ce que il y a le fait de ne pas comprendre, ça relâche, ça mais non, en même temps, le fait de l'abandon, non. le fait de lâcher, en fait, le vouloir comprendre. Ok. Il y a de fait un relâchement. Mais du coup, ces textes sacrés, est-ce qu'il faut arrêter de les lire? Ou est-ce que ça peut quand même donner aussi cette saveur et ce feu? Parce que c'est aussi, voilà, peut-être de la manière dont on les lit. Est-ce que c'est pour comprendre ou est-ce que c'est simplement pour nourrir ce feu? Bon, les textes sacrés ont été écrits spontanément par les rishis, par les sages. Et ce sont des textes qui parlent de ça. Ils ne parlent que de ça, ils indiquent ça. Bon. Évidemment, tout d'abord, celui qui aime lire ces textes, c'est que c'est un chercheur, c'est que ça résonne. Il y a quelque chose là qui fait que, en effet, le feu peut être très nourri pour vouloir se libérer comme les sages ont pu le faire. C'est possible pour soi. Donc le feu s'intensifie. Et comprendre, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais à ce moment-là, comment comprendre? Il faut se réfugier au pied d'un maître, qui lui-même dira ses phrases de façon vivante, ou même, comme ce fut le cas aussi avec mon maître, on passait du temps aussi, il me lisait des textes sacrés avec ses commentaires illuminants. Parce qu'un mental qui est encore encombré ne peut pas vraiment comprendre. Donc je trouve que, spécialement quand on n'a pas accès tout le temps à des satsangs, c'est bien d'avoir un livre de sagesse à son chevet. On lit 3 mots, on lit une phrase, ça ne doit pas être tout, mais ça inspire, ça renvoie, c'est un rappel, c'est autre chose que ce que le mental et le monde présentent. Oui. Et parfois on a des périodes où on ne veut rien lire, mais c'est parce qu'alors on est plein du vide. On s'est tant vidé que c'est encore plus merveilleux. Non, ça va, c'était juste pour... Et ça ira aussi? Ça va plus là. Mais c'est l'illumination, c'est l'illumination. C'est artificiel. On s'adapte. Ah oui, ben ça alors c'est pas l'illumination, parce qu'on ne peut pas s'adapter à l'illumination. Est-ce que tu pourrais m'éclaircir sur le moyen, on en parle tout le temps ici, mais j'ai besoin de le réentendre, peut-être le moyen, l'outil qui est à notre portée pour comment je ne trouve pas le mot là tout d'un coup, pour que ce jeu puisse se dévêtir de plus en plus. Mais par exemple, soyons pratiques. Oui, c'est ça. Laisse tomber cette question et n'y reviens jamais. Qu'est-ce qui se passe? Sans agripper une nouvelle question. Derrière ça, il n'y a rien. Derrière. Il n'y a pas de derrière.
Derrière quoi? Après, je veux dire. Après avoir fait... Ok, il n'y a rien. Ok. Reste tranquille. Laisse rien miner, ou manger toutes ces tentatives de... Tu es ce qui est. Tu l'es déjà. Ça c'est pas entendu, hein, c'est bizarre. Tu l'es déjà. Donc il n'y a rien à faire. Mais comme on a cru tellement au faire, à ce jeu qui fait, il faut se désagripper, il faut abandonner, il faut ne plus toucher ce mouvement mental. C'est tout. Mais c'est ma question. Oui. Est-ce qu'il y a un... Ne rien Mais faire, comme ça. Ne rien faire, c'est déjà une action. Oh non. Non? Ça c'est intellectuel. Oui, c'est... Non. 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 Ben, ne fais rien, on verra bien. Mais quand je dis ne fais rien, ne touche même pas ce jeu, même s'il apparaît. C'est pas intéressant ce que le jeu va apporter parce que ça ne t'aidera pas. Ça ne t'aidera pas. Essaye d'entendre. Ça t'aidera des tas de choses dans la vie, mais il ne s'agit pas de la vie ici. Il s'agit de se réaliser. Réaliser ce qui a toujours été et ce qui sera toujours et ce qui est unique, ce qui est réel. Hein? Alors je suis d'accord, encore et encore, d'ailleurs c'était ta question, il faut se le rappeler jusqu'au moment où c'est tellement naturel que ce rappel n'est pas nécessaire. Voilà. Et d'ailleurs le satsang c'est quoi? C'est un rappel constant, parce qu'après tout, on dit tout, je dis toujours la même chose, hein, mais pour je ne sais quelle raison, en tout cas moi je ne m'ennuie pas. Nous non plus. Voilà, tu dis, il faut l'entendre, et pourtant, tu me le dis en direct face à mes yeux et mes oreilles. Mais c'est comme si ça tombait dans le vide. Mais ça, c'est parfait. Si tu parles du vide, il y a même donc... Y a-t-il quelqu'un? Allô? Y a-t-il quelqu'un dans le vide? Je peux pas dire mais je sais. grand-chose à ça. Mais je sais, d'ailleurs, je ne demande pas tellement une réponse en parole. C'est juste pour indiquer que c'est là, que c'est pas ailleurs. Et le ailleurs est une fantaisie. C'est tout. Une question qui me tient à cœur et qui est peut-être liée à ce que vous venez de dire. Il y a Eckhart Tolle qui parle de l'instant présent. Et j'ai été séduit par cette proposition de, pardonnez-moi les mots, de rester, d'avoir comme effort, comme tentative de rester sur l'instant présent. On trouve ça aussi chez Arnaud Desjardins. Je ne sais pas quelle question vous posez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que oh ben justement, on ne pense plus si on est dans l'instant présent. Mais vous y avez été dans l'instant présent? Et pourquoi essayer? Pourquoi vous ne pouvez pas dire oui, oui, c'est peut-être parti, mais vous y avez goûté? Oui. Oui. Et pourquoi c'est parti? Parce qu'il y a des surgissements tout le temps, c'est ça que vous me demandez? Non, c'est moi qui demande. Oui, parce qu'il y a des surgissements. C'est ça votre question? Oui, c'est ça. Mais les surgissements, pourquoi ne voyez-vous pas que c'est du rien?
c'est que la démystification de la nature du mental n'a pas été faite. Oui. Et si elle est faite, quelle importance qu'il y ait surgissement ou, Oui, ou oui, non bien sûr. surgissement, n'est-ce pas? Alors, ma question Donc c'est était ça bien. l'instant présent. Je ne sais pas si on partage la même chose, mais on découvre aujourd'hui, je crois, enfin moi en tout cas, ce week-end, comment dire, mais en fait il n'y a peut-être rien à tenter. Vous imaginez que depuis 50 ans, c'est pas ni ce que j'entendais dire, ni ce que je croyais, ni ce que j'espérais, quoi. Donc oui, ma question, ça m'avait fait écho, cette proposition d'Eckhart Tolle de l'instant présent, et ça me fait écho, votre proposition de rester tranquille. Oui, et ça c'est dit depuis des millénaires, hein, on est juste des Je perroquets voudrais là. juste savoir si les deux peuvent aller ensemble, si ces deux propositions peuvent accompagner ma vie ou pas, si ça a du sens ou pas. Écoutez, bon, il n'y a pas de nom, hein. Celui qui délivre ça, bon, on s'en fiche de celui-là, hein. C'est donc l'indication de l'instant présent. La seule chose que je voudrais quand même, comment dire, que je voudrais suggérer, c'est que ce ne soit pas l'instant du temps. Parce que là, ça va rester un instant éphémère. C'est en effet un instant. Quand c'est suggéré, alors je parle maintenant avec mon langage, quand on se permet que ce jeu tellement investi retourne à sa source pour qu'il se libère de toute cette illusion de ce qu'il est, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Le temps est inclus, il peut surgir, mais il redisparaîtra. Maintenant, j'ai une allergie à nommer. Je dis le soi comme indication, mais je ne nomme pas, je ne dis pas c'est l'instant présent, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec les mots. Épicure aussi parlait de vivre l'instant. Il faut encore savoir ce qu'ils veulent dire. Ils ne disent pas tous la même chose. Et pourtant les mots sont utilisés, les mêmes mots. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais voilà ce que je vous dis. Voilà. Moi, je ne comprends pas le piège. Je comprends pas le piège dans lequel on peut tomber. Ah oui, il y a un piège. Oui, je comprends. Parce que si c'est l'instant du temps, on sait très bien qu'il y avait un avant et un après. Et il y aura un après, qu'on prend pour réel. Donc, j'ai perdu cet instant. Alors que c'est pas comme ça, ne s'est jamais passé de se perdre. Donc c'est très important. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent, mais l'instant présent, oui, dans le temps, oui. donne une vie meilleure et tout le monde le sait. Enfin, il y a une certaine détente. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. J'ai pas le temps. Ça ne veut peut-être rien dire ce que je vais dire. Au pied du maître, il est beaucoup plus facile, en tout cas c'est mon expérience, de ne pas chercher à comprendre et de suivre parce que son amour, sa présence font que. Et alors ce qui nous manque par rapport à vous, c'est de ne pas pouvoir passer une semaine, un mois, 2 mois à vos pieds. Pourquoi? Et ça, je l'ai fait dans le passé. J'ai aidé des gourous à trouver un lieu de vie où passer des semaines, des mois. Je l'ai fait avec Swami Devadamananda et puis d'autres. Pourquoi toutes ces personnes, tellement plus que moi, vu mon âge, bon, toutes ces personnes qui sont là, beaucoup plus jeunes que moi, pourquoi ne pas se réunir et créer un lieu de vie en France où
pendant 2 mois, 3 mois, vous seriez là. On peut se marier tous. Et on pourrait... Je l'ai fait quand j'avais 30 ans. J'ai trouvé des lieux de vie. J'ai loué des châteaux où on a vécu des semaines et des mois ensemble. Pourquoi ne pas le faire? Je suis trop vieux maintenant. Mais ces gens-là, ils sont jeunes. Je ne vous vois pas vieux du tout. Ce que vous êtes vraiment n'est pas vieux du tout. C'est une très belle... Ses bras sont vieux. Oui, les bras, bien sûr. Et les jambes encore plus. Oui, mais il faut bien dire, comment ça se fait que je suis ici? C'est la demande. Il y avait une demande. Hein, c'est ça qui fait bouger aussi. Mais il faudrait qu'elle soit plus forte là. C'est pas un peu ce que tu fais au Portugal? Parce que tu donnes quand même plusieurs 700 par semaine. Il y a quelque chose de cet ordre un petit peu. Il faut bien poser ce corps quelque part. Il se fait que la plupart du temps, je vis au Portugal, donc naturellement, il y a quelques satsangs qui surgissent. Mais je vais être honnête, je trouve que c'est une très belle idée qu'il vient d'exprimer. Je ne vais pas le cacher. Hein. Merci. Moi aussi, je me disais, est-ce que ça t'arrive, alors c'est la forme du Portugal, de vraiment faire une vraie retraite intensive? Mais pour moi, la vie est une retraite. Oui, mais nous, sans toi, c'est pas Mais il faut pas m'éjecter de votre cœur, donc je serai présente aussi. Ok. Juste pour répondre, il y a le projet depuis des années, au travers de l'association, de créer un centre, soit à Paris, soit ailleurs, en Normandie. Voilà. Le projet est Vous là, êtes écoutés. Hein. Il y a là des correspondances. S'il y a des idées, s'il y a de l'énergie pour le faire. Récemment, Pakyab Rinpoche a réussi à créer un centre à côté de Passy-sur-Eure et c'est nouveau. C'est possible, mais il faut le vouloir. Et il faut se donner du mal. Oui, il faut encore... Oui. Ça dépend des caractères. Moi, c'est difficile de m'emprisonner. Moi, ce qui me séduit dans cette idée vraiment, c'est pas tant d'enfermer la représentation, la forme du maître, mais c'est plus un désir, et je sens que c'est un peu ça qui est collectif là, c'est plus un désir réel et sincère d'une intensive, de ce feu. Pour moi, c'est plus l'expression de ça, d'être vraiment dans cette intensité du feu, voilà, et de mariner. Oui, mais le satsang, c'est justement pour contagier ce feu qui est en vous, et donc si c'est essentiel pour vous, ça continue, où que vous soyez. Hein? Voilà. Et il n'empêche que je crois que je suis très heureuse de revenir. Revenons. Sinon, il y aura la manifestation à Paris. Revenons. S'il y a encore quelqu'un, revenons à ce fantôme. On parlait de lieux de vie dans certains ashrams. C'est une question essentielle par rapport à... Ok. C'est une question sur... par exemple, en ce qui me concerne, je vais assez souvent dans un ashram dans la tradition de Ramakrishna, qui est bien connu. C'est un lieu de vie qui est un très beau lieu de vie. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure au déjeuner avec quelqu'un, je ne sais plus. Ce qui me surprend toujours, fréquenter aussi
question ici, c'est finalement l'approche qui est un peu différente. Par exemple, dans cette approche-là, on parle des basanas, on parle de pratique, de pujas. Alors je ne sais pas si c'est un intérêt de comparer les deux. Là, on est dans une approche qui est très radicale ici. Mais oui, elle peut être radicale parce que d'autres font le travail. On cède. La même personne ne peut pas faire tout ce travail. C'est ça que je dis, j'ai pas le temps, moi. Si on s'occupe du temps, c'est long. Je suis mieux à ne pas m'occuper du temps. Donc c'est ça que je fais. En fait, je vais préciser la question parce qu'elle vient avec le discours. Ce que je veux dire, en fait, c'est est-ce que ça signifie que, pour certains, du moins, pour certains, il doit y avoir une pratique de puja, de choses comme ça, pour diminuer la force de ce qu'on appelle dans les basanas, les samskaras. Ou est-ce que, par exemple, est-ce que l'approche non duelle n'est pas forcément recommandée à tout le monde parce que, mais la preuve, on n'est pas très nombreux. Dans une ville de 12 millions d'habitants. Ça se fait naturellement. Celui qui est attiré par l'approche directe, c'est peut-être parce qu'il a fait tant de choses déjà. Hein? Voilà. Que dire? Ou est-ce que d'ailleurs les deux peuvent être... Ah non, les deux c'est difficile. Les deux à la fois, ça marche pas. Parce que on tranche, là, on voit directement, d'ailleurs je crois à Ramana Maharshi, Nisargadatta préconisait évidemment cette approche directe. Mais je suis de ces lignées-là. C'est ça. Et voilà. Donc vous, c'est suffisant. C'est suffisant pour... Mais c'est-à-dire que quand on a démystifié la réalité de tous ces, en tant que nature, de tous les vasanas, pourquoi faudrait-il travailler là-dessus? C'est ça, en fait. Quand on a démystifié la nature des vasanas, la nature irréelle des vasanas, mais quel est le sens de travailler sur quelque chose qui n'est pas réel? Oui, tant que ça revient, peut-être sauf si ça revient, tant que le pouvoir revient, tant qu'on y croit, c'est vrai. Oui, je vois ce que vous voulez dire. D'accord. Tout à fait. Mais finalement, ce sont des traditions qui ont toujours coexisté, par exemple en Inde. Toujours. D'ailleurs, si vous observez, c'est très intéressant. Les grands maîtres, souvent, en tout cas, et je dirais très souvent, on voit qu'il y a deux branches. Il y a quand ils sont partis, à leur disparition, il y a deux branches. Et souvent, il y a une branche d'enseignement et il y a la branche graduelle et la branche abrupte. Et tous les deux ont leur place. Que dire? Bien sûr. Oui. Mais je suis définitivement pas de la branche graduelle. Oui? Moi, j'ai mal entendu. Oh! Je suis désolée. Non, non. Et qu'est-ce que vous avez mal entendu? Quelles sont les deux branches? Il y a une branche. Oui, c'est une constatation. Hein, c'est pas nécessairement une loi. Il y a une branche graduelle d'un même maître. Hein, une branche graduelle et une branche abrupte. Qu'on retourne à des maîtres Tian, avec Huineng, avec Bouddha, avec Papaji, que je connais. Okay. Je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas. Quand le maître disparaît, l'enseignement est vivant et il est transmis en général par deux disciples ou plus. Enfin, ce sont des... C'est caricaturé. Branche graduelle et branche abrupte. Qu'est-ce que vous appelez la branche graduelle et la branche abrupte? Ce que j'appelle ça, c'est des branches graduelles, c'est ce qui s'occupe justement à
à purifier, à nettoyer, à amenuiser le pouvoir des vasanas, des habitudes, etc. La branche abrupte, c'est carrément crack-boom, c'est la racine qui est des racines, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette branche graduelle à partir de Papagui? J'avais jamais entendu Ah non, mais genre, non. Vraiment, ça existe? Ça a toujours existé. Tu veux dire un aspect dévotionnel fort? Mais non, mais j'ai pas... Non, pas ça me va bien, ça me va bien. Simplement, j'étais interloqué. Je suis intéressée par votre question profonde, essentielle à résoudre. Le reste, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut dans sa pensée, avec tout ça. Mais même si c'est abrupt, par exemple, même dans ton cas, ça a pris 30 ans, ce mot d'abrupt. Mais... Non, c'est ça aussi qui est intéressant de... Mais c'est ça, pour moi, c'est ça. En fait, ça ne veut rien dire. Parce que cette branche abrupte, où elle est prise directement, ce qui est très possible, ça n'a pas été mon cas, donc c'est vraiment abrupt de l'abrupt, ou bien l'élagation, la purification, si on veut, ou le décrochage se fait graduellement. Mais ça se fait aussi par la voie abrupte. Mais l'essentiel est montré directement. De suite. Voilà. On ne peut pas se fourvoyer parce qu'on est pressé et que on cherche une voie plus rapide. Ben, c'est très bien. On ne peut pas se mentir à soi-même. Les voies graduelles sont multiples, la voie abrupte est unique. Elle se présente de façon multiple. Il y a de multiples façons de travailler ce jeu. Et même dans les formes qualifiées d'abruptes, il y a toujours une forme de dévotion de toute façon. Mais il n'y a pas... Quand on rencontre son maître ou le guide qui vous convient, on est infiniment heureux et plein de gratitude infinie de pouvoir enfin faire confiance et travailler avec la personne. Donc la dévotion, qu'on soit intellectuel ou qu'on soit dévotionnel dès le début, la dévotion est nécessairement apparue, elle est là. Et quand on est dévotionnel dès le début, comme je dis, à un moment donné, on se réveille, oh mais je l'aime encore plus parce qu'il dit des choses merveilleuses. Tout à coup, on se réveille. Et alors, on commence à s'intéresser à ce qui est dit. Donc, c'est lié, c'est impossible autrement. Hein? Si j'observe la façon dont vous nous avez accompagné depuis ce matin, oui. Ça me donne le sentiment que finalement vous pointez, vous nous guidez vers un espace de tranquillité. J'espère que c'est même avant cela. Avant qu'il y ait quelque chose comme la tranquillité. Mais c'est sûr que quand les choses disparaissent, tout se tranquillise. Et si réellement dans cette tranquillité que l'on peut expérimenter, on n'accroche à plus rien parce qu'on a vu la nature des choses qui apparaissent, qui n'est pas réelle, donc ce n'est pas soi, éventuellement, cette tranquillité même disparaît dans le soi. Néanmoins, à plusieurs reprises, ce que vous avez dit, c'est vous avez nommé cet espace de tranquillité et invité, vous donnez l'autorisation de rester dans cet espace de tranquillité. Ce que vous avez dit. Un instant, oui.
Je ne demande pas qu'on reste dans le temps. Un instant, se permettre d'être soi. Mais d'être soi, on l'est toujours. Donc c'est pas ça. Le problème a été qu'on a cru qu'on était quelqu'un d'agité. Ou qui avait des états agités et non agités. Donc ce jeu qui retourne à sa source, hein, c'est un mouvement encore. Il doit vraiment rester tellement tranquille qu'il peut alors permettre au soi de se révéler à lui-même. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et factuellement, effectivement, c'est en général là où vous vous arrêtez. C'est là où vous êtes arrêté. C'est-à-dire... Dans l'indication. Oui. Ben, excepté que je dis ceci à plusieurs reprises aussi. J'essaye d'expliquer que ce n'est pas un état de tranquillité auquel il faut atterrir, sur lequel il faut atterrir. Je ne dirais jamais libération égale tranquillité. Hein. Non, mais c'est un peu comme si c'était, genre, vous guidez jusqu'à la porte. C'est une porte, c'est tranquillité. En fait, c'est une porte parce qu'on a cru qu'il y avait quelque chose. Mais je dis bien que même la porte n'existe pas. Et là où je suis surpris aussi, c'est que ce que vous avez dit sur le ressenti. Le ressenti, dans mon expérience du ressenti, c'est juste une disponibilité à ce qui se présente dans l'instant. Ce qui se présente. Oui, oui, mais bien sûr, ça c'est vraiment l'instant présent du temps. Oui, d'accord, et c'est pour ça qu'on est mieux. On est un être humain plus détendu, qui est mieux. Oui, pour moi, je dirais encore mieux que ça. C'est-à-dire que c'est un espace justement où cette tyrannie du jeu, du mental, oui, oui, oui. Justement, c'est là où est l'abondance pour moi. Là où je vis l'abondance, c'est dans cet espace. Je suis d'accord. Mais est-ce que cet instant dont vous parlez n'est-il pas éphémère? Je pense que la réalisation du soi n'est pas faite, mais effectivement c'est vrai. Parce que la réalisation du soi ne se pose même pas, ne se trouve même pas dans cet instant du temps. C'est pour ça. C'est pas que cet instant du temps va un jour devenir permanent. Ça n'existera jamais. C'est pour ça que c'est très délicat de parler d'instant présent. Comme c'est très délicat, pardon, de parler de tranquillité, même si je le fais, parce que je sais que c'est mal compris. Alors j'essaye de bien le faire comprendre. Mais néanmoins, si être guidé jusqu'à cette porte, pardon, être guidé jusqu'à cette porte, même si ce n'est qu'une porte, c'est quand même plus proche de ce qu'il y a au-delà de la porte ou derrière la porte que d'en être éloigné. Dans la recherche, c'est peut-être le point ultime d'une recherche de quelqu'un. Là, maintenant, il n'y a pas de pont entre cela et ceci. Et quand à travers le ressenti, vraiment à cette disponibilité à ce qui est, on en arrive justement à un abandon tel qu'il n'y a plus de recherche, qu'il y a juste l'expérience d'être. Mais est-elle temporaire ou pas, cette expérience? Dites-moi. Dans mon expérience, oui, moi je l'ai vu comme temporaire. Mais c'est ça que je dis, et tout le monde le vivra de façon temporaire, parce que cet instant du temps, on essaye de se comprendre, cet instant du temps va donner une saveur, la saveur du soi. Je suis tout à fait d'accord, mais elle n'est capable, comme c'est dans le temps, c'est encore dans quelqu'un, elle n'est capable que de donner ça un instant du temps. Et donc ce sera toujours éphémère. C'est une utopie de croire que cet instant, un jour, deviendra permanent dans sa saveur. Et c'est pour ça que j'insiste de démystifier ces expériences aussi, parce qu'elles ont la saveur du soi, mais elles ne sont que saveur, donc ça veut dire qu'il y a encore un « je ».
d'accord, mais je suis d'accord avec vous. Là, moi, dans mon expérience, il y a deux choses qui font la différence, qui ont de l'importance. Il y a d'abord que ils se multiplient ces instants. Oui, d'accord. Ça peut se multiplier. Oui, et ils se multiplient et ils deviennent presque indépendants de la forme. Pour reprendre, moi je vais à la messe, je vis ces instants-là. Ah oui, on peut être rapté, bien sûr. Je vis dans différentes traditions ces instants-là aussi. Et ils se sont multipliés. Mais ils se multiplient, mais ils entretiennent ce que vous appelez le feu, que moi j'appellerais la soif. Mais je suis tout à fait d'accord que ce sont des instants de grâce. Tout à fait d'accord. Maintenant, si pour vous, cette saveur de grâce est suffisante, mais je n'ai rien à dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à mes yeux, il y a peut-être d'autres qui recherchent quelque chose de complètement réel, donc qui voudrait dire qui ne vient jamais et qui ne part jamais. Et dans ce sens, j'indique, c'est allant à la source du je qui est rapté, par exemple, qu'il faut aller. Il ne faut pas atterrir même au rapt. C'est tout. Je suis entendu? Oui, tout à fait. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que justement, comme ça entretient cette soif, donc ça entretient ce feu, donc ça entretient cette insatisfaction. Donc il n'y a pas, du coup, justement, le fait d'atterrir, mais au contraire, c'est dynamique, au contraire. C'est comme vous disiez, venir au satsang, c'est retrouver de nouveau ce moteur. Mais alors, il y a plusieurs propositions. Ramakrishna disait lui-même, il y en a qui préfèrent être le sucre et d'autres goûter au sucre. Bon, ça, c'est à chacun. Hein. Alors moi, je dirais ça différemment. Je dirais que plutôt que de ni être le sucre, ni goûter le sucre, il vaut mieux pouvoir goûter le sucre quand ça nous donne encore plus envie d'être le sucre. Oui, mais alors vous ne serez jamais le sucre, c'est ça l'histoire. Ah, c'est sans fin. Oui. On en a marre de goûter le sucre. Quand goûter le sucre entretient l'insatisfaction et le désir d'être le sucre, ça nous écarte du sucre. C'est ça ? En fait, Oui. Non. Moi, je pensais juste que le mental est si roublard qu'il arrive à nous faire croire qu'en entretenant le goût du sucre, ça lui permet qu'on ne vienne pas le sucre. C'est peut-être mieux de ne pas diluer ce qui se passe. Hein. J'écoute ce que vous dites, c'est difficile, hein. Mais dans ce hiatus entre revenir à la source et que quelque chose se révèle qui n'a pas de passé, de présent, etc., ou par rapport aux expériences. Excusez-moi, mais quand vous en parlez, j'entends comme si on faisait une erreur de pratique qui nous orientait dans l'expérience qui a un temps. Mais bien sûr, vous avez raison. Quelle est la nature de cette erreur de pratique? Je ne l'ai pas perçu, ça. Mais c'est que la pratique mène à des instants probablement de saveur d'éternité, mais ce qu'elle ne dit pas parce qu'elle ne le sait pas, c'est que ça va rester temporaire. Oui, oui, oui. Bon, ben c'est tout. C'est goûter au sucre. Oui. Je crois que vous avez bien compris.
Mais ça peut pas être tout. Mon maître ne dit pas la même chose. Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment compris. Moi, je n'ai pas cette expérience, Oui. je ne vais pas pouvoir dire non. Oui. Simplement, je constate. Je suis que... tout à fait d'accord. Il ne se pourrait pas que ces instants de... C'est pas ici, c'est pas un échange d'idées. Hein. Un satsang, il faut vraiment... Oh, d'accord. Oui, non, parce que j'écoutais très attentivement ce qui était dit. Et, oui, c'est très important. Ça résonne aussi en même temps, mais alors, peu importe la pratique, encore une fois, graduelle, pas graduelle, mais ça ne peut pas prendre de plus en plus d'ampleur. Mais bien sûr, il y en a même qui s'installent. Écoutez-moi. Il y en a même qui peuvent s'installer dans un certain état, hein, mais même des années, par une pratique qui devient naturelle, mais par quelque chose, et puis tout à coup, oh, quelque chose qui passe, boum, c'est parti. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le temps devant moi. Si vous voulez, on peut respirer 5 minutes. Alors, maître, est-ce que je peux te demander de poser ton attention sur moi sans répondre à une question pendant 15 secondes. C'est là, alors. C'est fini. Parce que ça arrive parfois qu'on pose une question alors qu'on n'a pas de question. Alors ce qu'on demande, c'est plutôt le regard de maître. Ça se fera tout seul. On est avide. Ça se fera tout seul. Oui, bien sûr. En plus, tu es généreux, tu n'es pas avare de regard. Généreuse. C'est devenu trop sérieux. Je suis très sérieux. C'est des darshan, tu sais comme il dirait. Exact. Merci, Jérôme. C'est le darshan. On a des obsédés de darshan. Le darshan, c'est plutôt que de voir une personne, c'est de soudain voir ce qu'elle est vraiment et pas ce qui apparaît. Hein. C'est ça le vrai darshan. Hein. Ça veut dire, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, la dernière chose qui résiste, la chose la plus difficile, c'est que finalement, on demande la reconnaissance du maître. Ça veut dire la chose... Oui, donc le maître, il aura l'astuce de faire disparaître ce « je » qui veut être connu. Ça veut dire qu'on projette notre propre soi sur le maître, n'est-ce pas? Alors comment on fait pour le récupérer après? Ah ben c'est fini là. Hein? C'est foutu. C'est-à-dire on a plus de mal à le voir chez soi que chez le maître. Quoi? Le soi. Ah oui, parce qu'on projette. Oui, le maître est le symbole du soi. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait confiance quand il essaye d'en parler ou d'indiquer ou de vous couper la tête. Vous avez confiance. Alors qu'est-ce qui nous empêche justement de reconnaître? C'est la projection, c'est qu'il y a encore quelqu'un. C'est pour ça que je dis le problème, c'est pas dans les projections, les non-projections, c'est dans ce jeu. Ce jeu pris pour réel. Alors il présente des choses réelles puisque ça vient de cette chose-là. Et en fait, c'est cette démystification. C'est au lieu de se situer dans ce sens du jeu, en fait, c'est comme si, mais tout ça, ça n'arrive pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Mais comme on se situe, donc je parle à quelqu'un, un chercheur, c'est celui qui se situe, c'est bien là son problème. Hein. Donc il se situe, disons, dans un recoin très profond, le sens du jeu, l'existence, hein, une existence. Et le maître renvoie cette projection à sa source. Donc la source,
au soi. C'est ça, donc le maître, il essaye de faire disparaître ce qui n'a jamais été, mais qui apparaît. Hein? Oui, parce que celui qui demande à être valorisé par le maître, c'est qui finalement? C'est toujours évidemment une personne imaginaire qui imagine qu'il manque quelque chose. Mais bien sûr, c'est le chercheur. En fait, ce qu'on agrippe, c'est une entité imaginaire Exactement. Qui est déficient, qui est inadéquat. Mais parce qu'elle est imaginaire et qu'elle est dans le temps, elle n'est jamais accomplie dans l'instant. Il y a des ou par instant, elle peut avoir cette expérience, mais c'est par instant. Oui. C'est ce manque profond, ce sens de la séparation au fond qui crée la frustration, et c'est tout à fait réel puisque ce je qui se sépare, on se situe un pas trop loin du soi, si je puis dire. Au lieu de ne pas faire de pas, on fait toujours un pas. Je suis humain, je suis né, je suis ceci et cela. C'est un pas de trop. Donc ça crée tous ces remous. Et ces besoins de reconnaissance, et tous les remous possibles. Tandis que, et c'est justement ça la seule suggestion, comme on est toujours ce qui est, c'est la seule chose qui soit, toujours là, hein, c'est de ne pas faire de pas, ne pas entrer dans quelconque mouvement. Pour un instant, ça suffit, parce que c'est tellement radical qu'il y aura une impression indélébile, on connaît la direction, ou alors c'est vraiment radical, ou voilà. Hein? Donc, tant qu'on idéalise le maître, c'est qu'on est toujours dans la personne imaginaire. Oui, mais je crois que ça ne doit pas être la préoccupation du chercheur, parce que le chercheur doit faire confiance que le maître saura à quel moment il faut disparaître. Il faut qu'il laisse son romantisme avec le maître. Mais c'est le maître qui décide, parce que souvent, il y a des expériences de chercheurs qui donnent cette arrogance de maintenant, c'est le moment de tourner le dos au Bouddha. Hein. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tout à fait, parce que on peut tomber dans l'excès inverse, c'est la démonisation du maître. Oui. Par exemple, les gens qui sont allés voir Nisargadatta, qui disent ah ben lui il fume 2 paquets de cigarettes par jour, donc il peut pas être réveillé. Bien sûr. On est la proie à la jungle. Tandis que quand on a un tigre devant soi, on ne peut pas penser. Hein. Et donc il n'y a pas l'intention n'a pas de rôle à jouer en fait dans ce non-processus. L'intention. Il faut perdre toute intention. Toute intention. Parce que l'intention projette dans le futur. Et le futur est une excuse pour ne pas s'éveiller à soi-même. J'avoue que quand vous parliez du feu, je croyais que c'était l'intention, franchement. Oui, ben c'est le désir de se libérer. Ok, ça peut être une intention de se libérer. C'est pas grave. Non, parce que cette intention-là renvoie à la source. Tandis que toute autre intention est projetée vers l'extérieur. C'est comme l'attachement au maître n'est pas un obstacle. Il renvoie à la source. Il ne renvoie pas à l'objet. Avec un maître véritable. Je ne les appelle pas maîtres, les autres, je veux dire. Tout à fait, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours par comparaison mon maître. Alors, voilà. Je ne peux pas descendre de ce piédestal-là. J'ai une très haute comparaison.
Ne repartez surtout pas avec une question que vous regretteriez de ne pas avoir posée. C'est pas la peine de s'encombrer l'esprit. C'est délicat parce que ça met en jeu Jean Klein quand il y a eu cette réunion avec Papaji et qu'il a dit aux fidèles de Papaji de quitter et je veux pas créer de problème. Oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qui collait pas pour Jean Klein? Moi, vous n'êtes pas concerné, finalement. Non, pas vraiment. Alors, on va laisser. À la limite, c'est son problème à Jean Klein. Voilà. Pas moi. Pas vraiment de question, mais j'ai juste un sentiment qui grandit depuis tout à l'heure de ça va être insurmontable. Ce dont j'entends parler, ça va être insurmontable. Ce dont j'entends parler depuis 2 jours, ça, je sais pas, quelque chose de insurmontable. J'ai pas, juste... Oui, ça c'est une suggestion mentale pour justement ne pas lâcher prise. Ça va passer. C'est pas vrai. Parce qu'il s'agit de ce qui est. De ce qui est là. Quand vous parlez, vous n'êtes pas perdu, sauf s'il y a la croyance que ce que je dis par la pensée est réel. Tu vois? Tu vois ça? Tu ne te perds jamais, tu es toujours ce qui est. Excepté que, il se peut, ça semble le cas, que tu crois en la réalité de ce que c'est de penser, que c'est insurmontable. Hein? Mais pourquoi donner de la valeur à quelque chose qui te dira autre chose après? Quelque chose qui passe. L'essentiel, c'est de réaliser ce qui voit tout ça, ce qui peut décrire tout ce qui se passe. C'est ça ce que tu es. Il semble que la difficulté, c'est que on croit que ce qui est va s'objectiver. On croit qu'on va le sentir ou l'expérimenter. Il serait une gratification d'arrogance du jeu. C'est le jeu qui s'accapare l'illumination. Oh, jamais pour très longtemps, bien sûr. Mais ça, il ne va pas se l'avouer. Surtout s'il commence à enseigner, ça c'est terrible. Donc il faut abandonner ces concepts de reconnaître le soi, de expérimenter le soi, de le connaître, de le sentir, le pressentir. Il faut oublier, il faut abandonner ces concepts. Ce sont des concepts, des idées. J'ai eu, Orlin Chala, une expérience de jeu qui s'était dissous. Et en fait, là, j'étais en train de me réaliser que c'est pas tellement important. En fait, l'idée, c'est pas de coller le jeu, qu'il soit là ou pas, en fait, non. Que le jeu soit là ou pas, oui, c'est pas de le coller, plutôt que de se dire qu'il doit se dissoudre, en fait, non. Oui, donc qu'est-ce qui est important? C'est ça que je demande. De pas coller le jeu, en fait, de pas le... Non, l'important, c'est ce qu'il voit. Oui, ce qu'il voit, mais donc de pas le façon de dire de pas le coller, mais qu'il soit là ou pas, il doit pas forcément se dissoudre, c'est ça, parce qu'en fait non, mais la dissolution, les maîtres ont voulu dire que le concept de réalité se dissout. Ils n'ont pas dit
que le je ne réapparaîtrait plus. C'est jamais compris. C'est pour ça qu'il faut absolument pouvoir avoir un commentaire vivant sur ce qui est dit, sur ce qui a été dit. Parce que le mental ne comprendra pas bien. Voilà, donc vous avez très bien compris. Il faut plus comprendre. Ok, merci. Je sens quand tu dis il faut. Ah oui, moi je suis avec mais il faut, mais enfin bon. Ça crée une réaction, comme si quelque chose. Ben oui, une réaction d'enfant. Bon, je fais un petit peu gna gna gna. Non, mais je me demandais si c'était relié à ce que tu avais proposé au niveau de la fermeté. Mais bien sûr. Et que ça se rejoint. Bien sûr, c'est parce que j'ai pas un vocabulaire très subtil, donc je suis encore dans les il faut, il ne faut pas, mais c'est pour indiquer que c'est cette indication-là. Parce que on se leurre tellement que c'est dommage de perdre son temps. En plus, vous venez en satsang, et je sais ce que ça veut dire. Vous pourriez faire des tas d'autres choses. Donc c'est un moment consacré à quelque chose qui est ou qui devient essentiel. Donc on ne va pas se perdre dans des choses parallèles ou de traverse. Donc il faut. Oui, mais j'ai senti que la réaction était quelque chose de positif, puisque ça me ramenait à cette proposition de fermeté. Ah bah alors tout va bien. Qui est difficile de garder. Ça c'est une idée. Et ça c'est cher. Une des orientations qui guident mon chemin autour de ce mouvement d'abandon et qui est notamment porté par quelqu'un comme Sri Aurobindo, autour de ce n'est pas moi l'acteur en fait, c'est le divin à travers moi. Alors Sri Aurobindo parle beaucoup de la mer, de la mer divine. Mais c'est une question. Oui. D'accord. Et c'est comme ça que personnellement, ça se passe en moi. C'est-à-dire que raconter les aspects phénoménologiques, disons qu'il y a quelque chose qui s'abandonne. Donc il y a une intention qui se dissout et il y a comme une mise au service de ce mouvement divin, de la mer divine. Est-ce que cet aspect de la mer divine, c'est un concept? C'est un concept spirituel. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce concept spirituel? Et qu'est-ce qui se passe si vous ne contactez pas cette mère divine, juste là? Peut-être qu'il y a une petite nuance ou une dimension du cœur est moins présente. Et qui voit cela? À qui ça arrive? Un espace de conscience. Qui appartient à qui? Qui peut faire qui peut avoir cette expression? Qui peut dire ça?
répond à votre question, c'est ça, votre question. Qui peut dire ça? C'est qui peut dire l'espace de conscience? C'est ça? Probablement le je. Et tant qu'il y a je, même dans les couches les plus subtiles dans lesquelles on navigue là, il peut y avoir une mère divine. Maintenant, quand le je n'entre pas en je, qu'y a-t-il? Silence. Où elle est la mère divine? C'est le nom qu'on pourrait donner à ce silence aussi. Mais vous avez trouvé votre chemin, donc je ne veux pas boycotter ou vous ennuyer avec mes propositions. Je suis très heureuse si vous avez trouvé votre chemin. Mais non, mais parce que vous n'aurez pas confiance dans ce que je dis. C'est très simple, vous savez. C'est pas, je dis ça très calmement. On se parle. En fait, il y a un travail possible. Hein. Par exemple, moi je dis, et c'est pas des disputes d'idées, hein, d'opinion. Je dis, pour moi, la mère divine, c'est encore une croyance. Ok? Bon, pour vous, non. Okay. Mais oui, c'est ça. Bon, alors, moi, je ne veux pas y toucher. Et si j'y touche, vous n'aurez pas la confiance ou le mouvement, puisque vous êtes heureux avec ce que vous êtes, pour que éventuellement voir ce que je dis, pour aller voir un peu ce que je dis. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis, si vous avez trouvé votre chemin, mais c'est très bien. C'est ça qui compte. C'est que ça correspond à votre demande. Et moi, je ne suis pas du tout là à imposer quoi que ce soit. Donc, si on cherche dans ce sens qu'on n'a pas trouvé, alors il y a des possibles encore. D'accord ? Disons que simplement dans vos propositions, oui. Il y a tout simplement des propositions qui viennent un peu comme un antagonisme oui. avec d'autres. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est pas pour ça que je dirais j'ai trouvé ma voie, et ce que vous donnez n'a pas de valeur. Oui, mais alors vous ne trouverez jamais. Parce que si tout est bon, ouais. Tout est bon alors, ou alors c'est une voie comme ça. Tout est bon. Est-ce que tout ne pointe pas vers la même chose? Non. C'est ça. J'aime beaucoup cette qui suis-je, reste tranquille. Beaucoup. Quel est l'inconvénient ou le mal à faire qui suis-je un mantra? C'est parce qu'il n'a plus d'efficacité. Parce qu'un mantra, l'important c'est la répétition. Et le qui suis-je, l'important c'est l'indication. Parce que ça peut, l'indication peut amener à la radicalité, c'est-à-dire la réalisation du soi. Tandis si c'est un mantra, il n'y a jamais cette occasion. Même si
votre mental est uniquement occupé par qui suis-je. Il n'y aura jamais cet instant d'ouverture, d'écart, où la flèche du qui suis-je enfin disparaît radicalement. Donc je trouve que l'efficacité du qui suis-je est d'abord de comprendre pourquoi c'est si essentiel, et secondement, ne peut être questionné quand dans un mouvement où on sent ça suffit maintenant. Oui. Je voudrais juste faire la phrase justement que le monsieur disait avant pour pouvoir que ça ne devienne pas un mantra plutôt. Ben, un mantra, c'est facile à reconnaître. Hein. Oui, je sais cela. Mais c'est justement parce que cette phrase elle est facile qu'on a tendance à la prendre et à la répéter. C'est ce que j'ai lu. Mais je dis justement les dangers de cela. Donc, oui, c'est à votre sérieux de ne pas en faire un mantra. Si vous en avez vu, pourquoi, la raison. Hein? Mais c'est parce que j'aimerais juste la faire avec vous, si c'était possible. Voilà. Mais vous savez, le qui suis-je, c'est abstrait. Donc je ne peux pas commencer. Et je sais qu'il y avait à une certaine époque, peut-être encore maintenant, des week-ends du qui suis-je. Bon. La déformation est extrême. Parce que, comme je dis, ce qui suis-je tout d'abord, c'est rare que l'on va l'appliquer à soi-même à qui suis-je. Ce sera plutôt, mais qui sent ça? Ou qui ceci, qui cela? La question n'est pas, la question doit être celle-là, mais la question unipointe à la racine du soi-disant voile. Hein? Mais ça, je l'ai compris, ça. Donc, ça, ok, alors, qui veut savoir? Qui, maintenant? Qui veut savoir quelque chose? Oui, ça peut être le jeu, bien sûr. Ah, mais non, mais quelle réponse? Ça peut être le jeu. Enfin, c'est le jeu. Enfin, dites, écoutez, je vous remets en place parce que, juste pour vous montrer, parce que votre réponse est beaucoup trop légère. C'est une question grave. Je peux beaucoup rire, mais je sais quand c'est grave. C'est une question révolutionnaire. C'est une question scandaleuse. On ne peut pas répondre à la légère, parce qu'alors là, autant dire qui boit la tasse de café, tralala, hi, hi, hi. Bon, non. C'est dans ce contexte-là que se pose la question qui suis-je. C'est une question de vie ou de mort. Hein? D'accord. Question interdite aussi, hein, parce que... Hein? Question interdite. Maître Eckhart l'a posé et il a été excommunié. Mais voilà, parce qu'ils avaient l'intuition que c'était très grave. Oui. Excellent. Ça, c'est vrai. Je pense, donc je suis. En fait, je crois que de nos jours, on dirait plutôt je suis, et c'est pour cela que je peux penser, que je pense. Oui. Tout ce qui remet en question cet ego spirituel est un outrage pour lui. Mais il n'y a pas ego spirituel. Il y a un jeu qui se prend pour quelqu'un. Oui. Oui. Oui, mais c'est parce qu'alors ça devient compliqué. Alors l'ego temporel, c'est quoi? Et l'ego et je, c'est des choses différentes. Tout est pareil, c'est un jeu, simplement un jeu. C'est beaucoup plus simple.
c'est déjà suffisamment diversifié. En d'autres termes, je parlais de l'identification bien précise à un symbole spirituel. Non, c'est trop compliqué. Mais oui, ça crée l'ego spirituel et ça empêche. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais moi non plus, ah ben alors il ne faut pas l'amener. Il ne faut pas l'amener. Il ne faut pas l'amener parce que ça pollue la sobriété de ce qui est. Très bien, mais si je te parle de la mère divine, tu vas m'écouter. Et pourtant, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Ben, je ne sais pas si je vais écouter. J'ai déjà répondu à notre ami. Je ne t'ai pas parlé de mère divine, je t'ai parlé de symbole spirituel. Mais j'aurais pu te dire mère divine. Bon, c'est ton problème ou pas? Non, pas du tout. Ah ben alors, je ne réponds pas. Mais écoutez, je suis trop sérieuse. Je ne réponds qu'à ce qui, quelque chose vous habite dans les tripes et ça doit être résolu. Je ne réponds pas au reste. D'accord? Oui. Tout ce qui est dit ici, c'est une évidence pour moi. Oui. Que ça vient de la source. Oui. C'est une évidence complète, totale, c'est entendu. Mais malgré... N'entre pas dans mais, tout ira bien. N'entre pas dans mais. C'est le mois prochain. Qu'est-ce qui est plus important, le mais ou cela? Cela, oui. Ah, ben voilà. Comme je suis content que vous vous fâchiez. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Et ça, c'est pas grand-chose. Kali, c'est une Merci, oui. C'est une bénédiction, en fait. Parce que c'est vrai, on n'a pas le temps. En essayant, oui. En laissant vivre ce que vous proposez, je sens qu'il manque quelque chose. Et comment qu'est-ce qui pourrait aider? Ne pas croire que c'est vrai. Le mental propose ça. Et c'est comme ça qu'on a cherché pendant tant d'années. Ouais. Il a toujours proposé, il y a quelque chose qui manque, je me sens séparée. Parce qu'on a cru à ces suggestions mentales. C'est pour ça que je suis si ferme en disant de ne pas prendre le risque de croire qu'une seule pensée va dire quelque chose de vrai à votre propos, de ce qui est. Oui, oui mesdames, sauf que là, pour le coup, et vraiment avec l'aide de ce satsang, oui, oui. Mais là, pour le coup, justement, il n'y a pas de pensée qui dit. Je le sais. Mais il y a un ressenti qui dit. Je ressenti, ressens, ouais. Mais c'est la même chose pour moi. Ah, à flûte, parce que là, comment dire, vous nous avez donné une arme, si vous acceptez le mot, simplement de regarder ce surgissement et cette phrase. Oui, mais c'est pas qu'intellectuel, je veux dire. Elle tombe. Tout est compris. En revanche, un ressenti,
Mais c'est pareil, qui ressent, c'est exactement pareil. Mais est-ce qu'il va tomber ce ressenti simplement en le regardant? Mais si on ne s'y accroche pas, tout tombe. Si on n'accroche rien, tout tombe. D'accord. Je veux dire, quelqu'un présente des tomates pourries à Bouddha. S'il ne les prend pas, ça reste aux mains de qui? Je veux dire, on n'est pas obligé de prendre ce qui est présenté. Arrêtons d'avaler tout. C'est ça qui fait souffrir et qui nous met dans des états, que ce soit exécrables, infernaux ou divins et sublimes. Hein? D'accord, mais là c'est beaucoup plus subtil en fait. Parfait. C'est fini? Non, non. C'est peut-être fini? Non. Mais si, c'est peut-être fini. C'est peut-être fini. Non, il veut te garder. Hein. Voilà, c'est fini. Ah non, non. On a parlé du plaisir et même de la jouissance en fait tout à l'heure. Et le fait de retourner à soi, il y a un grand plaisir aussi. Il y a une forme de jouissance. Et là, je sens qu'il y a un piège aussi pour moi. C'est ce qu'on appelle le bliss en anglais. C'est même plus que du plaisir, c'est une sorte d'extase. Parce que c'est un plaisir d'une autre nature qu'un plaisir sensoriel, même si c'est encore du sens. Mais justement, il ne faut pas s'arrêter à cela. Sinon, c'est comme la flèche qui... Donc, oui, on en arrête là, le cours, on en arrête la direction. Donc, il faut traverser ça. Ça partira de soi-même. Mais évidemment, on est très attaché à un jeu qui a pris le risque d'aller à la source de lui-même, de ce qu'il croit être en tout cas, s'attache. Et en effet, ces expériences spirituelles, notamment l'extase, la jouissance divine, ou je ne sais pas comment l'appeler, est un atterrissage très attirant. Mais si vous voyez vous-même que ce n'est qu'une expérience de plus, c'est tout, je veux dire. Oui, elle arrive, elle est là, vous l'expérimentez et vous la laissez partir comme elle est venue et rien ne s'est passé. Ouais, comme la question est là, c'est qu'il y a déjà cette vision-là aussi. Et ça va tomber. Est-ce que Ananda, c'est la carotte tout soi? Oui, c'est le Pour faire marcher l'âne. Oui, c'est très bien, mais bon. Il n'y a pas d'âne, alors... Il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de carotte. Quel est l'indicateur qui permet de savoir si on est face à un maître authentique? Sa propre recherche. C'est-à-dire savoir ce que l'on cherche vraiment. Donc, dans ma vie, si je ne peux accomplir qu'une chose, qu'est-ce que c'est? Donc, cette demande est précise et cette demande-là fait apparaître nécessairement la voie nécessaire pour être aidé. Mais c'est pas ça ma question. Ah,
Qu'est-ce qui permet de savoir qu'on est face à un maître authentique plutôt? Mais ça, c'était la réponse. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Parce que vous dites c'est l'authenticité de notre démarche, c'est ça qui permet de... L'authenticité de la démarche, peut-être pas tellement, parce que toute démarche peut être authentique, mais savoir exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux essentiellement accomplir d'abord, et puis peut-être d'autres choses après, mais d'abord ça. Et ça fera apparaître, disons, le guide pour cette demande particulière. D'accord. Alors si je veux voler, que je tombe sur un maître qui vole, ça veut dire que c'est un maître authentique. Ah mais oui, mais génial, mais oui, bien sûr, il vous apprendra comment mieux voler. C'est sûr. Non, non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais oui, mais oui. On regarde le guide Michelin des gourous. Il est terrible, il est terrible, notre ami. Mais on le sait, alors ça va. Ah, c'est où? C'est qui? Là, c'est une photo, si tu me permets. Ah oui, oui, ça comme t'est ça, égal. je pourrais mettre aussi sur, oui, sur oui, non, YouTube. C'est... Il est 34, mais c'est toi qui dis, bien sûr, Bon, quand tu veux arrêter. C'est vous qui me dites. On a 5 minutes, mais vous me dites quand. C'était pas 19h30. Il a dit gourmand, là. C'est toi qui prends les suites. Ah non. Il y a des miasmes. J'ai une question de curiosité juste. Est-ce qu'avec Papaji, vous étiez venu à Paris? Oui. Oui. Mais on est venu trop tôt. Enfin, je ne parle pas de moi. Master est venu trop tôt. Parce que, étant à Paris, parce que une femme, j'espérais voir aujourd'hui, mais elle n'est pas là, avait trouvé son maître. Elle était tellement enthousiaste de faire partager tout ça. Et il n'y a eu qu'un couple de Parisiens qui est venu. Mais c'était très tôt, c'était dans les années 75 ou 73. Oh là. Et ça a été pareil au Portugal, ça a été pareil partout en fait, à cette époque-là. Il n'y en a que quelques-uns qui envoyaient le tout là. C'était extraordinaire. Mais, voilà. Mais à l'époque, il y avait Krishnamurti. Il y avait Krishnamurti qui se libérait du connu. C'était ça, se libérer du connu. Et ceux qui connaissaient Krishnamurti, ils étaient disciples de Krishnamurti d'ailleurs, ce couple parisien. Et ils ont été complètement pris par quelques phrases de Master. Et c'est eux qui ont arrangé qu'on rencontre Krishnamurti à Sanen. Et alors là, c'est formé un petit groupe autour de Punjaji, Papaji, et il y avait cette phrase qui se disait Krishnamurti, il est extraordinaire, il vide la tasse, mais Papaji la casse. C'est très juste. Merci beaucoup. Merci.